Bonsoir à tous. Dans le cadre du cycle de conférences Posture, Trajectoire et Métiers organisé à l'École d'architecture supérieure de Nancy, nous recevons ce soir Hervé Saillet, architecte expert en concertation d'urbanisme et d'architecture. Notre souhait d'inviter Hervé Saillet ce soir fait écho à la conférence inaugurale de Philippe Madec, parrain des étudiants de première année de notre école. Au cours de son intervention manifeste sur la frugalité heureuse et créative, Philippe Madec a évoqué à plusieurs reprises sa longue et fructueuse collaboration avec notre invité, Hervé Saillet, dans le domaine de la concertation citoyenne sur des projets urbains éco-responsables. Cette conférence prend place également au sein de la formation HMONP et plus particulièrement dans le module 2 intitulé Commande publique, commande privée qui a lieu tout au long de cette semaine en visioconférence pour pallier aux contraintes sanitaires actuelles. Il m'a semblé opportun, dans le cadre de cette journée particulière dédiée à la commande publique, d'entendre notre invité témoigner de sa pratique et de son parcours peu commun, engagé entre initiatives militantes et démarches participatives. Depuis plus de 20 ans, les projets d'urbanisme, d'aménagement et les démarches concertation ne cessent de se développer dans l'Hexagone. Mais pour autant, ces démarches progressent-elles, participent-elles à l'amélioration de la qualité des projets? Et si oui, comment? C'est donc à ces questions que notre invité va tenter de répondre ce soir. Avant de lui céder la parole, je tiens à le remercier pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je tiens également à remercier Gaëlle Perrodin, notre directrice, et Philippe Madec pour avoir facilité cette rencontre hors sol, mais néanmoins vivante. Et puis, pour clore ma présentation, je vous rappelle que la visioconférence est filmée et je vous invite à poser vos questions via le chat ou de vive voix en fin de conférence où je reprendrai la main pour organiser un peu la séance de débat. Donc, je vous dis à tout à l'heure et Hervé, je te cède la parole. Merci Pascal. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis content d'intervenir dans le cadre de votre cycle ce soir. Je vais prendre la main du coup sur partager écran. Ok. Alors, je suis pas un expert des vidéos comme vous. Ça prend Hervé, mais en tout cas, tout est bien et tu peux, tout est visible. Parfait. Du coup, l'intitulé Un projet concerté, c'est quoi? Je vais essayer de l'expliquer au travers déjà de notre posture, de méthode, d'exemple, et puis préalablement pour être aussi raccord quand même avec la thématique commande publique de votre semaine intensive, essayer d'identifier et de profiler un petit peu le type de mission en matière de concertation, que ce soit à l'initiative de la société civile ou justement de la commande publique. Alors, comme sommaire, je vous propose le sommaire suivant, à savoir une première partie sur la commande publique via l'association Robin des Villes, telle que nous l'avons en fait initiée quelque part et puis parfois un peu subie. En deuxième partie, les niveaux de concertation et le rôle du quatrième acteur de la concertation. Ça, c'est notre positionnement historique. Et puis, en troisième partie, des outils d'évaluation en rapport à la commande publique, qui est friande toujours d'évaluation autant que possible. Quelques retours d'expérience. Je ne sais pas si dans le temps qui m'est imparti, je pourrais faire le tour, mais en tout cas, au menu, retour d'expérience avec le projet Mon Plaisir à Angers, une mission dans le cadre de dispositifs en rue que j'ai pu mener dans les années 2010. Un retour d'expérience avec le projet Davou avec Par Habitat dans le 20e arrondissement. Donc, c'est une mission en cours avec le collectif Il y a plus qu'à notamment. Et puis enfin, un retour d'expérience avec le projet Paul Boncourt à Bordeaux, démarche lancée par Aquitanis pour laquelle j'étais en collaboration avec Philippe Madec. Il a dû vous en parler déjà dans son intervention, donc je l'ai mis en dernier. On pourra revenir sur ce projet.
Est-ce qu'on entend bien, Pascal? Pour moi c'est très bien. Enfin, j'ai pas de tout se passe bien. Ok. Alors, si je reviens pour faire le lien justement entre mon expérience professionnelle et la genèse de cette expérience en rapport avec la commande publique. Donc, notre association, les Robins des Villes, se constitue en 1997 dans la mouvance du changement de ministère des écoles d'architecture, à savoir passage du ministère de l'Équipement à la culture. Et dans ce cadre-là, on s'interroge, nous, jeunes diplômés qu'on était à l'époque, sur le positionnement de l'architecte urbaniste dans la société et comment son expertise, son aide peut contribuer au projet urbain, mais plutôt aux côtés des habitants, d'où l'idée de Robin des Villes, hein, puisqu'à l'époque, on sortait de nos études respectives, on n'avait pas forcément beaucoup de temps ni d'argent, mais en tout cas, on avait beaucoup de motivation et des outils et des savoirs qu'on nous avait inculqués à l'école. Avec une première période justement pour faire le lien avec la commande publique où on ne va pas nous commander quoi que ce soit. C'est dans le cadre du projet urbain Le Carré de Soie, donc un projet d'agglomération qui s'est beaucoup développé depuis 20 ans sur ce territoire à l'est lyonnais, où en fait on s'invite au tour de table de la concertation et de la participation, donc plutôt à destination des habitants vaudois. Pour préciser, l'école de Lyon est située justement à Vaux-en-Velin. Donc, on s'était dit que c'était un formidable terrain de jeu pour nous, association jeunes qui voulaient se confronter à du projet urbain concret en direct. Là, pour le coup, on était servi. Dans la même temporalité, en fait, dans les années 2000, on a interpellé à Saint-Étienne autour d'un projet de la muraille de Chine, donc une démolition d'une barre de plus de 500 mètres de long, qui est démoli dans le cadre du dispositif en rue avec en toile de fond du projet, de la rénovation, de la mixité sociale. Mais au final, on s'aperçoit, nous, dans notre investigation et les retours des habitants, qu'il s'agit surtout d'un projet hospitalier privé qui va venir donc raser un quartier existant, certes populaire, pour installer un hôpital plutôt à vocation économique, on va dire. Donc ça nous interpelle fortement. On s'implique dans ce projet-là. Ensuite, on a des projets plutôt autour, toujours des projets en rue sur le quartier de Monceau-les-Mines. Et progressivement, dans les années qui suivent, on va s'outiller, on va se développer et on va de plus en plus finalement quitter une première approche militante des années 2000 pour en 2002 et en 2003 s'intéresser à des projets de type Agenda 21, de type concours en aménagement où aux côtés des habitants, on va venir formuler plutôt des alternatives qui sont perçues pour les collectivités comme des contre-projets, et avec une démarche sur laquelle je présenterai quelques outils par la suite, à savoir le quartier Champfleury, aussi un quartier en rue à Bourgoin-Jallieu, où on a développé nos premiers outils sur de la coproduction en concertation. Donc ça, réellement, ça marque en 2003, ici, notre première commande publique, on va dire, puisque là, on est sur une réponse où la ville de Bourgoin-Jallieu lance une consultation sur laquelle on répond et on est retenu en tant qu'association avec un bureau d'études parisien qui répond avec nous. Et donc c'est notre première commande, j'allais dire, réellement publique, officielle. Suite à cette première expérience, on obtient une deuxième commande publique, celle de Jouot à Grenoble, toujours dans le cadre d'un marché public, donc un peu après, l'année suivante, en 2004-2005, on répond sur cette commande publique. Et puis, on engraine comme ça les commandes
avec en alternant soit une commande qui vient de la collectivité, des services, en général plutôt le développement social urbain, j'allais dire avant les chefs de projet urbains en tant que tels. Et on a ainsi une série de commandes qui vont s'enchaîner jusque dans les années 2010 avec l'association Robin des Villes. Moi, personnellement, en 2005-2006, avec la commande notamment sur Priva en Ardèche, je perçois la nécessité d'avoir une posture de professionnalisation, puisque toutes les commandes qui vont suivre pour l'association sont des commandes où on va essayer justement à partir de ces années-là, 2005, d'avoir à la fois une démarche sur de la sensibilisation des publics, sur de l'éducation pour des publics plutôt scolarisés dans les écoles primaires, dans les temps informels comme les MJC par exemple. Donc une diversification des publics autour de la pédagogie et de la sensibilisation en lien avec le projet de concertation. Donc on fait le choix en fait de garder le statut associatif de Robin des Villes qui perdure aujourd'hui. Depuis, on a monté une antenne à Marseille, à Paris, qui ont disparu entre-temps depuis 20 ans, mais qui ont existé. Donc, nous, en 2005, on développe une démarche spécifique avec Quad, un bureau d'ingénierie de la concertation, qui veut dire conseil en urbanisme et en architecture pour un développement durable. Ça nous permet déjà de continuer la professionnalisation de ces tests finalement sous la forme associative qu'on avait initiée dans les années 2000. Et ça nous permet aussi d'atteindre une certaine, certains autres projets de commande publique, à savoir où on n'est plus seul interlocuteur, un peu maillon électron dans un dispositif vraiment vaste en aménagement urbain, mais où on va intervenir plutôt comme le plus souvent co-traitant de groupements de compétences où on a un architecte urbaniste coordinateur qui est en général mandataire de la mission et nous où on est finalement un co-traitant parmi d'autres en tant que bureau d'études spécialisé sur le volet concertation. Alors c'est pas toujours l'unique manière de répondre, mais on va dire une fois sur deux, on est quand même dans le cadre de groupements de compétences. Alors, ce qui pose une réelle question, c'est notamment quelle est la place de la concertation dans finalement cette série de bureaux d'études dans un dispositif de coproduction. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir et on aura, j'espère, l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Donc voilà, on développe nos outils à cette occasion, mais j'y reviendrai dans le cadre de la rubrique outils que j'ai prévue au cours de ma présentation. J'essaye de passer à l'écran suivant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par concertation déjà pour définir un petit peu le cadre? Donc nous, pour simplifier, parce qu'il y a plusieurs degrés, on va dire, suivant les littératures sur le sujet, mais pour rester assez accessible sur ces questions-là, nous on distingue quatre niveaux par rapport à la concertation. Le niveau classique, puisque la concertation finalement, même depuis les dernières lois, n'a pas vraiment évolué dans ses obligations. C'est-à-dire que du moment qu'une collectivité officiellement engage une démarche de concertation, elle peut se satisfaire du minima, à savoir une réunion d'information au commencement, une réunion toujours d'information, voire de consultation au milieu d'une démarche, et puis une réunion toujours d'information en fin de processus avec plus ou moins une enquête publique associée selon l'importance des projets. Ça, c'est en lien avec la loi Bouchardot, qui notamment oblige, en fait, dans le cadre de montants de travaux
important à avoir une démarche de type enquête publique. Donc là, nous, sur ces deux premiers niveaux, information et consultation, ce n'est pas des niveaux qui vont nous intéresser dans le cadre des missions auxquelles on répond. On est plus dans une volonté de tendre vers la coproduction, clairement, le niveau 4, avec des étapes intermédiaires qui est la concertation et la participation des parties prenantes, à savoir les habitants, usagers, riverains d'un projet ou associations thématiques qui vont être sollicités pour qu'ils s'impliquent justement et à qui on va donner finalement du pouvoir de proposition, d'alternatives et pourquoi pas de codécision. C'est le niveau qui nous intéresse dans la coproduction avec la concertation qui partage et qui comprend justement la décision politique. Sur notre positionnement de quatrième acteur qu'on essaie de tenir, quelle que soit finalement la commande publique, donc il est très important dans ce qu'on perçoit de la commande publique, mais ça on peut l'identifier dès finalement les dossiers de consultation, les cahiers des charges, on peut assez rapidement identifier si la commande publique va aller sur un niveau qui est plutôt de l'ordre de la consultation, de la coproduction, voire de la codécision. Donc, je vous disais différentes temporalités, donc le temps informel des réunions publiques, le temps formel des réunions publiques, le temps informel des journées habitantes sur site, avec une implication de notre part, mais aussi une volonté d'impliquer les élus, qui sont suivis des techniciens, mais c'est important qu'on ait les élus qui mouillent, comme on dit, la chemise pour aller aussi à la rencontre des habitants. Ce ne soit pas toujours les habitants qui viennent à l'hôtel de ville et dans les réunions organisées par la collectivité, et des temps de processus de réunion technique où là, on est sur un format d'échange de travail, et à cette occasion, on peut avoir des représentants habitants, notamment avec les conseils citoyens dans des projets en rue. Donc c'est intéressant d'avoir une forme d'interpellation des habitants. Alors c'est vrai que dans ce format-là, en général, on préconise que les temps classiques de réunion de 1h30 ou 2 heures de technicien fassent plutôt 3 heures, puisque les interpellations nécessite réponse le plus souvent, donc il faut se laisser le temps de pouvoir échanger. Et puis les temps de coproduction en atelier, que ce soit in situ sur site en pied d'immeuble ou alors en salle tout simplement. Avec différents outils que j'étais en train de présenter donc tout seul avant que ça coupe. Donc ici, par exemple, une fleur des acteurs, outil qu'on avait initié à Villeurbanne avec l'association Robin des Villes dans les années 2003, ça ne nous rajeunit pas, mais on l'utilise toujours, à savoir une représentation des parties prenantes. C'est très important mais même pour vous, futurs concepteurs, que vous ayez justement ce souci, même si vous n'avez pas toujours un AMO qui va se charger de tout le volet concertation, que vous ayez le souci de connaître les parties prenantes, donc le volet social finalement, les usagers, et pas uniquement le propriétaire de la parcelle ou les riverains à proximité, mais vraiment la dynamique locale. Donc c'est assez simple, maintenant avec les outils d'Internet, il suffit d'aller justement sur les moteurs de recherche avec les mots-clés du projet, vous allez assez rapidement vous apercevoir si vous êtes sur un site où il y a, j'allais dire, silence radio, rien de spécial, ou une forte mobilisation déjà organisée, ou alors un processus en cours d'élaboration au niveau de la société civile, de la gouvernance. Donc ici, cette fleur des acteurs, par exemple, représentait pour le terrain des Sœurs à Villeurbanne tout un tas d'acteurs parties prenantes. Ici, en jaune, vous aviez tout ce qui était de l'ordre des commerçants, des services, plus largement autour du premier cercle du terrain, tout ce qui était lié à la proximité géographique, donc des résidences, des riverains, des associations. Et puis, plus largement, le système d'acteurs de Villeurbanne, voire métropolitain, puisque sur la métropole de Lyon, comme sur d'autres métropoles, la compétence urbanisme est maîtrisée par la métropole ou les agglomérations selon si elles sont devenues
métropole. Un outil qu'on avait initié à Bourgoin-Jallieu avec la carte sensible, qui nous donnait notamment sur un territoire donné une priorisation en termes de préoccupation de projet par rapport à du ressenti. Donc nous, on était interpellés ici sur le centre du quartier avec possiblement un projet de démolition de tours ici qui nous interpellait à l'époque puisque jeune architecte urbaniste, on avait bien perçu que le bailleur Pluralis venait déjà d'avoir eu des subventions pour la réhabilitation quelques années au préalable et ces tours flambant neufs fonctionnaient plutôt bien alors qu'au sud du quartier, le PAC 38, pour pas le nommer, était plutôt avec des bâtiments et un patrimoine assez vétuste à réhabiliter pour le coup, avec une entrée de quartier à traiter. Donc on avait vraiment une forme de déséquilibre déjà dans les premiers éléments de diagnostic qui nous faisaient penser que la carte des attentes justement du projet urbain en tant que tel, si on élargissait la focale centrale autour de la polarité commerçante, était plutôt de traiter à la fois la partie du projet urbain, mais aussi surtout la partie de l'entrée de quartier, qui était très propice aux attentes justement des habitants. Et ça, on a pu le vérifier justement sur site, avec notamment des formats de totems ou des pièces urbaines fabriquées de toutes pièces avec des cloisons un petit peu légères dans lesquelles on peut justement s'isoler du reste du quartier et faire un travail, que ce soit avec des adultes, là en l'occurrence avec des enfants, sur l'imaginaire du quartier. On s'est aperçu, nous, dans nos démarches de Robin des Villes, mais avec quoi on essaye aussi de continuer à travailler avec les enfants et les jeunes, qu'il est intéressant d'avoir cette fraîcheur qui émane justement du vécu des enfants, qui sont souvent force de proposition, qui ont encore un état d'esprit ouvert et pas forcément bridé par simplement la réalité vécue, économique ou du quotidien que peuvent avoir les adultes. Donc c'est une dimension que nous, on aime à explorer et qui est assez intéressante, surtout sur les signaux faibles, voire plus que faibles, qu'on peut entendre des enfants et des jeunes à l'occasion de ces démarches-là. Après des ateliers plus classiques, je dirais, qu'on a pu initier dans les années 2000, mais qui aujourd'hui sont devenus un petit peu des standards en termes de démarche de concertation. Donc là, peut-être que Philippe Madec a présenté cette image de coproduction autour d'une maquette d'études sur le projet Paul Boncourt à Bordeaux, où là on voit des riverains qui sont focalisés justement sur les gabarits du futur projet ici de 120 logements, avec un mur mitoyen ici, et puis leur maison de ville ici qui viennent en arête de poisson, donc directement riverains avec leur jardin en fond de cour, riverains justement de cette future opération sur un foncier du bailleur Aquitanis. Ici vous avez un gabarit un peu plus haut qui a un IUT, donc et des bâtiments HLM collectifs ici de Aquitanis. Pour parler un petit peu et revenir sur la commande publique, on est souvent, parfois, et quand on a l'occasion, confronté au sujet de l'évaluation de nos démarches de concertation. Donc, c'est pas fréquent dans la mesure où il faut quand même avoir une certaine durée, une certaine épaisseur et un certain recul et retour sur ces projets pour prétendre pouvoir faire une démarche de concertation. Donc ces démarches d'évaluation, elles interrogent à la fois les méthodes, les pratiques, elles posent des questions sur les objectifs, sur les postures, sur les outils. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on évalue? Pour nous, c'est évaluer les enjeux de la participation, quelle perception de la participation ont pu avoir les participants entre le début justement de la mission, comment cette participation elle a pu évoluer, quelles sont finalement les échelles de cette participation, combien de personnes ont été concernées finalement de près ou de loin, puisque en général
on voit que lorsqu'un quartier s'implique à raison de 8 à 10% de la population, c'est déjà une proportion assez importante, voire énorme en termes de participation. Toutes les actions classiques un petit peu de communication sollicitent entre 1 et 2% en général les habitants, les riverains, et ça correspond plus ou moins souvent aux personnes qui sont déjà identifiées, connues, reconnues, soit autour d'associations existantes, de riverains ou de conseils de quartier ou d'arrondissement, donc des interlocuteurs finalement j'allais dire, dans une relation un peu classique avec les élus et les techniciens. Donc, dans les projets qu'on initie, on essaie bien sûr de dépasser cette échelle de la participation pour aller toucher du doigt des habitants qui ne seraient pas venus dans ces démarches-là. Pour au final évaluer et l'évaluer par qui. Donc, il est plus facile quand l'évaluateur est indépendant. Donc, c'est pour ça que nous, il est assez rare qu'on s'évalue nous-mêmes finalement dans nos démarches de participation. Souvent, notre évaluation, elle se fait dans la durée du fait du lien qu'on entretient avec les habitants et les collectifs, donc après la mission concrètement, où on a des nouvelles, on est parfois sollicité, voire interpellé quand un projet urbain change de direction, par exemple par rapport au bilan et objectifs de concertation qui avait été fixé et de réalisation surtout. Donc ça peut nous arriver d'être interpellé après coup. Donc finalement, les méthodes d'évaluation peuvent être assez différentes les unes des autres. Nous, je vais vous en présenter une dans le cadre d'un concours qu'on a pu mener sur un projet à Angers dans le cadre d'une mission en rue dans les années 2010. Un exemple qui est assez intéressant dans les dispositifs que vous pouvez avoir en termes de projets, c'est tous les plannings qu'on appelle les plannings de coordinateurs de travaux. Ça, c'est une mission qu'on a pu mener, mission en rue à Lille, où on était assistant maîtrise d'ouvrage sur 6 quartiers en rue de Lille. Donc ça, c'était en 2008, par exemple, où on s'est aperçu que ces outils étaient assez intéressants pour, par anticipation, essayer, nous, d'avoir une approche méthodologique et de fréquence sur finalement la vie d'un projet urbain. Par exemple, ici, sur une opération, on voit ici avec l'intensité graphique du chantier, des différentes étapes d'opération, à quel moment il va être le plus opportun finalement en parallèle justement de ce processus chantier, soit en amont bien sûr de venir établir une concertation ou une information chantier en cours ou une approche d'évaluation après la réalisation justement du chantier. Donc on voit que ces graphiques peuvent justement nous aider à avoir un calendrier de la concertation et des différentes démarches qu'on va pouvoir proposer. Donc ça, c'est des calendriers, par exemple, qui vont s'étaler sur 4 ans, alors que nous, nos missions en général de concertation vont durer au maximum, j'allais dire, 2 ans. On a pu mener des missions de concertation sur, par exemple, les quartiers nord de Bagneux pour des durées de 6 ans, mais c'est assez exceptionnel. Donc, c'est des missions de 3 ans renouvelées, mais c'est assez rare au final. Donc, je vais essayer de ne pas quitter. Alors, quels sont les objectifs qui intéressent la collectivité? Donc c'est avoir donc ces propos, je les tire de l'Institut de la concertation. Je m'appuie sur leur prise de recul et sur leurs outils. Donc on a en fait une évaluation à la fois de la participation et une évaluation de la concertation, avec une évaluation en continu justement de la participation.
qui souvent sont impactés par des injonctions. Au cours d'un processus participatif, on a souvent des injonctions qui viennent soit de la réalité du projet, soit de la temporalité, de l'agenda politique parfois. Si par exemple on s'approche d'une élection électorale, on est tenu de terminer toutes les démarches de concertation et de participation avant la campagne électorale, par exemple. Je fais une parenthèse à ce sujet. Pour vous donner un exemple, un élu ne peut pas initier des nouveaux sujets, projets en démarche de concertation du moment qu'on rentre en période préélectorale. Par exemple, pour les dernières municipales, les collectivités ne pouvaient pas commencer, par exemple, des nouveaux projets, donc des séances de réunion d'information, depuis septembre 2019. Donc avec la temporalité et le report en plus à cause du Covid des élections jusqu'en juin 2020, on a eu un vide finalement d'information, de communication, de réunions publiques. Ça a dû vous marquer notamment pendant presque un an jusqu'à aujourd'hui. Et ça a continué avec la saison 2 du Covid. Donc finalement, une activité comme la nôtre va être impactée quasiment pendant un an et demi par rapport à des nouveaux projets. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réelle difficulté pour des métiers comme les nôtres. On a sur ces approches d'évaluation, pour revenir là-dessus, deux grandes catégories d'objectifs qui peuvent être identifiés. Donc c'est augmenter notamment l'acceptabilité des politiques et notamment des projets urbains dans le cadre des démarches de concertation, mais aussi d'améliorer les projets, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, nous, en lien avec la décision finale, donc finalement la réalisation concrète. Un exemple d'outil qu'on a pu nous pratiquer, toujours sur ces projets en rue de Lille, on a pu chaque action l'identifier à travers finalement une thématique, que ce soit une thématique de communication, une thématique autour de sujets portés par la maison de quartier, par exemple, autour de la thématique du sport ou autour du bailleur LMH, ou initiative portée par les habitants, etc. Donc ça me permet déjà, par rapport aux thématiques de gestion urbaine de proximité, d'identifier en amont, de catégoriser qui finalement porte l'action et qui est le référent de cette action. Donc ça, c'est des outils assez intéressants d'évaluation. Et ensuite, on a développé avec un système Excel, tout simplement, une mesure qui nous permettait justement de voir sur ces actions à mener, finalement, quel était le ressort du volet technique ou le ressort du volet de prise en main, en charge de la population, au final, sur un certain pourcentage. Avec, au final, aussi une temporalité, un indicateur, c'est la durée de cette action dans le temps. Si on estimait que cette action était plus ou moins rapide, alors ça pouvait être quelques semaines ou quelques mois, ou sur une temporalité de plusieurs mois, voire années, voire sur plusieurs années. Et ça permettait comme ça de mesurer pour chaque action justement quelle était finalement concrètement la finalité et la retombée de l'action elle-même. Et au final, avoir aussi par rapport à de qui venait l'initiative, savoir au final sur quelle thématique, par rapport à la gestion urbaine de proximité, on pouvait catégoriser justement ces thématiques. Peut-être que, avant de commencer par un projet concret, Pascal, on peut donner la main déjà à ce stade aux participants, puisque sinon après Bien sûr. je vais refaire un petit tunnel projet urbain sur mon plaisir et peut-être me sentir trop seul pendant les minutes qui viennent. Non, c'est toujours la grande difficulté. En tout cas, si des questions apparaissent, je suis là
les prendre ou si des gens veulent prendre la parole. Bah, si à ce stade, par rapport à l'historique que je vous ai fait, la genèse ou notre positionnement dans la commande publique par rapport à la commande publique, qui est votre sujet de la semaine, vous voulez me poser quelques questions avant que je rentre sur des projets concrets, ce que je vais faire de toute façon, ne vous inquiétez pas. Bon, après, vous avez eu une grosse journée aussi en visio, donc vous n'êtes pas obligé non plus, hein. D'accord. Hervé, si en tout cas des questions apparaissent, je t'informerai. Moi, j'aurai quelques questions, mais je vais te laisser déjà intervenir. Je suis en train de préparer une ou deux questions pour toi, plutôt sur la genèse de ton travail et comment on arrive là. D'accord, ok. Bah, je continue du coup. Donc, le projet urbain de Mon Plaisir à Angers. Donc, c'est une mission sur laquelle, là, pour le coup, on n'est pas en groupement, hein. On a vraiment une mission, une commande lancée par la ville d'Angers à l'époque sur un projet urbain sur un grand quartier d'Angers avec plus de 10 000 habitants sur tout ce secteur. Et la problématique de la ville d'Angers, c'est que va se construire un tramway qui a été construit depuis, qui va justement venir en desserte sur cet axe ici du quartier pour desservir un centre d'exposition qui se trouve un peu plus loin ici dans l'agglomération. Donc nous, on vient nous interpeller sur notamment cet espace central qui est la place de l'Europe ici, qui figure dans le secteur jaune plus grand du quartier, où on va avoir ce passage du tramway. Donc des différentes thématiques larges, hein, c'est bon, le tracé bien sûr, le secteur ici du quartier, la question des équipements, représenté ici en rose fuchsia, toutes les polarités d'équipement. Donc il y a un quartier qui est assez équipé, hein, qui a beaucoup d'infrastructures. Et puis, comme la plupart des quartiers populaires d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et puis, une représentation verte qui sont les espaces verts, tout simplement, en général public sur le quartier. C'est ça que j'ai dû faire comme bêtise tout à l'heure. Alors, quelle va être notre approche sur ce projet? D'abord, on va avoir une approche autour de la mobilisation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous, depuis toujours, hein, depuis Robin des Villes, on est toujours inquiet de toucher l'habitant au sens non initié de la concertation, des réunions, des formes un peu classiques de ce qu'on peut classiquement avoir en démarche de concertation et de consultation. Donc on s'installe en fait sur la place de l'Europe avec un dispositif mobile qui a un container scénique qu'on va venir installer. Donc c'est un outil qui a été expérimenté du temps de Robin des Villes. On expérimente aussi avec Quad depuis, avec justement une implantation sur le quartier durant plusieurs mois. Donc on va être in situ dans les temps forts du marché, en soirée, en journée, sur le quotidien en fait. On va devenir un mobilier du quotidien, sauf qu'il y a des personnes dedans. Donc certains venaient nous rencontrer, c'était l'anecdote, ah qu'est-ce que vous avez à vendre? Donc nous on répondait mais rien du tout, en fait on n'a rien à vendre. Par contre on est là pour vous présenter le projet urbain qui se dessine et en savoir plus un peu sur votre quartier, comment vous y vivez, quelles sont vos préoccupations, etc. Donc on entrait en dialogue comme ça. À la période justement des fêtes avec les marchés de Noël, on pouvait avoir des temps de présence en soirée. Et on a pu ainsi avoir plus de 500 participants sur une période de 2 mois qui sont venus nous rencontrer et qui progressivement ont enrichi en fait le futur cahier des charges de la consultation des maîtres d'œuvre qui va suivre. À savoir ce cahier des charges avec 4 principales thématiques au départ. Donc une thématique liée à des sujets autour des déplacements,
parce que tramway, parce que interconnexion au bus, parce que place de la voiture, etc. Des sujets liés au logement, bien sûr, puisque projet en rue, j'allais dire, donc aussi des enjeux de réhabilitation, mais aussi de démolition, il ne faut pas se le cacher. Donc on est dans les années 2010. L'ANRU a été lancé en 2003 et réellement en 2005. Donc on est sur déjà un peu la fin des signatures des conventions en rue, sur la deuxième période. Sur les équipements, un sujet lié aux équipements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un quartier assez bien équipé, par contre avec des équipements vétustes, dans la mesure où ces équipements, la plupart des années 70, en 2010, avaient plus de 30 ans d'existence. Donc en partie vétustes, obsolètes, en tout cas avec des besoins de réhabilitation, voire de rénovation ou de démolition, reconstruction. Une thématique liée au commerce. On a un grand marché en fait sur ce quartier qui a lieu 2 fois par semaine et qui draine vraiment toute l'agglomération d'Angers, donc bien au-delà de la ville. Et souvent, le quartier de Montplaisir est d'abord connu pour son marché avant d'être connu pour son quartier classique. Et la démarche de concertation va permettre justement en amont le fait de mobiliser, d'aller à la rencontre des personnes, des habitants, de rajouter 3 sujets très importants en fait dans les échanges sur la jeunesse, l'emploi et la formation, qui sont des sujets qui revenaient systématiquement, des sujets liés aux espaces verts, mais aussi à la thématique convivialité, bien-être, loisirs, et des sujets, même si on est sur un quartier grands ensembles, liés à l'identité culturelle du quartier et à la notion patrimoniale de ce quartier. Donc ça, c'est des sujets clairement qui n'étaient pas dans l'esprit, je pense, à l'époque, hein, et ils nous l'ont confirmé, ni des élus, ni des techniciens qui étaient au pilotage de cette étude. Donc nous, notre démarche, elle va se mener finalement en plusieurs temps, c'est-à-dire que nous, on va venir interpeller les habitants dans une temporalité finalement assez courte, donc une forte implication de notre part sur le terrain, de novembre à janvier 2009, avec l'installation justement du container, donc installation mobile sur le quartier. Et puis, toute une présence justement de rencontres et d'ateliers. Alors, ces rencontres vont se concrétiser par une dizaine d'ateliers urbains, justement, qu'on va mener du mois de janvier au mois de mars. Et ces ateliers vont en fait venir alimenter une consultation de maîtres d'œuvre. C'est-à-dire qu'en parallèle de notre démarche de concertation, 3 équipes de concepteurs vont être justement consultés dans un marché de négociation, comme ça s'appelait à l'époque. Ça n'existe plus vraiment sous cette forme-là aujourd'hui, mais dans une approche justement de coproduction en lien avec une démarche de concertation que nous, on a initiée un trimestre avant qu'ils arrivent, hein, concrètement, et à laquelle on va les associer en cours justement de dispositifs de concertation. Donc on est sur une approche en 2 temps finalement, avec une première période où on va à la rencontre justement des habitants, des acteurs locaux, une deuxième étape où c'est plutôt justement une démarche d'échange de coproduction, et puis une troisième étape qui est plutôt la finalisation des scénarios du projet urbain et le choix final du lauréat de cette étude. Et concrètement, ça va se décliner de la manière suivante. On va avoir des ateliers thématiques qui vont être destinés à des différents publics, que ce soit les jeunes, les structures, les associations, les habitants, que ce soit des habitants justement organisés en conseil de quartier ou non, hein, des habitants en lambda. Et puis, on va les réunir progressivement, ce qu'on appelle en atelier intergroupe, où on va mélanger justement, essayer de mélanger au fur et à mesure les participants. Donc, je vous disais plusieurs ateliers urbains. Donc, bon, là, c'est la démarche. Je vous avoue qu'on n'a jamais pu faire une démarche aussi approfondie que ce projet-là. Donc, c'est aussi pour ça que je vous le présente. Donc là, c'est une démarche, ce qu'on appelle lourde, puisqu'on a 25 ateliers urbains qu'on va mener avec des jauges de participants qui vont de 5 à 20 personnes. Donc, c'est à différents niveaux, hein, avec des déambulations sur site.
Donc, le but, là, c'est vraiment d'échanger justement sur des propositions concrètes, sur des pistes de réflexion, d'avoir un réel diagnostic partagé du quartier en première étape. En deuxième étape, sur ces ateliers urbains, c'est essayer justement de dégager des généralités et que les groupes eux-mêmes constitués en intergroupes viennent présenter justement une vision de leur quartier. Et on va pouvoir ainsi partager ces ateliers avec justement les équipes d'urbanistes qui vont venir écouter ce qu'ont à dire les associations et les habitants. C'est ce qui nous intéressait dans cette deuxième étape. La troisième étape, pour le coup, c'est plutôt les rôles sont inversés, puisque là, c'est plutôt les trois équipes en concurrence dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont venir, elles, présenter leur compréhension, hein, ce qu'elles ont compris des retours des habitants et des associations, pour justement à la fois faire réagir les participants et puis essayer de se dégager quelques premières pistes de scénarios et de conception en fait par la suite. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc sans rentrer trop long, hein, ça vous donne ça en fait 25 ateliers. Plus de 558 formats, 244 personnes impliquées. Et parfois, c'est simplement des séances d'ateliers dans le PMU du coin où, en fait, ça peut être assez déroutant pour les cafetiers et les personnes qui sont là, puisqu'on vient s'inviter finalement en occupant quelques tables. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à interpeller des gens qui sont ici dans ce café pour toute autre chose dans le cadre de nos démarches. Donc c'est plutôt une technique où justement on vient s'inviter dans le quotidien des personnes qui sont réunies pour tout à fait autre chose. Ça nous permet de localiser comme ça un ensemble de participants. Donc, c'est intéressant aussi de voir sur ces représentations-là où sont les zones vides finalement, où les participants ne sont pas, donc quel secteur il faut aller chercher. Donc ici, bon, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas grand monde puisque c'est la ligne TGV qui vient de Paris et qui va vers Nantes, qui coupe le quartier finalement en deux. Alors que ici, le quartier historique était réuni avant cette ligne à grande vitesse. Et en fait, on va s'intéresser avec nos techniques justement d'ateliers urbains à catégoriser, je vous parlais tout à l'heure d'évaluation, toutes les thématiques sur lesquelles on nous a interpellés. Donc là, c'est une forme de représentation que ça donne, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, en noir, ça va être toutes les thématiques liées à l'habitat. En rouge, toutes les thématiques liées au déplacement, à l'accidentologie, à la voirie. Toutes les thématiques en jaune, ça va être toutes les thématiques qui sont positionnées sur la carte liées aux services et au commerce. Toutes les thématiques en vert, c'est tout ce qui est lié aux espaces verts, aux espaces publics notamment, etc. Donc on voit en fait que les préoccupations de toutes les personnes rencontrées sont assez répartis sur l'ensemble du quartier, bien sûr, mais on a quelque chose qui se dégage autour, bien sûr, de la place centrale, mais sur un axe est-ouest qui est, comme par hasard, pas du tout l'axe nord-sud dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrivée du tramway. Voilà, cet axe nord-sud, il vient d'être percuté ici avec pour nous une thématique. Donc on est plutôt sur une approche retour d'usager et la condensation finalement sur une représentation cartographiée des préoccupations qu'on a essayé de pondérer ensuite et numéroter puisque vous avez un petit numéro qui renvoie à une fiche à chaque fois sur une préoccupation pour qu'on puisse s'y retrouver et que ça soit compréhensible pour les concepteurs, tout simplement. Et on va comme ça, en fait, commencer à faire du projet. En même temps, finalement, on fait le pari que les habitants, les associations, avec une organisation thématique et avec une dimension de projet, vont pouvoir venir faire des propositions sur ce territoire-là avec
une forme de programmation urbaine citoyenne, spontanée, où on a des propositions autour de bureaux, donc c'est les aplats rouges, soit en linéaire, soit localisés, une thématique autour des équipements, donc soit reconfigurés, soit des nouveaux équipements implantés, une thématique autour de l'habitat, donc c'est toutes les surfaces noires qui sont représentées, avec des thématiques autour de la convivialité, les espaces assurés, ou autour du commerce, et avec justement des mots-clés qui précisent les éléments de programme souhaités par les uns les autres. Et comme ça, on va dérouler un certain nombre de cartes, donc on va en empiler peut-être une dizaine. Ça, c'est dans le premier stade. Sur un deuxième stade, on va essayer de passer en 3D, je dirais, mais toujours avec des outils qui ne sont pas des outils compliqués de visualisation 3D, qui mettent à distance finalement l'utilisateur, l'habitant lambda, mais plutôt avec des outils de type pâte à modeler, mousse, qui vont pouvoir être mesurés, découpés par les habitants et qui vont ainsi commencer à forger des représentations concrètes avec eux. Pour finir avec des représentations, donc il y en a eu plusieurs, là c'est juste un extrait, des représentations volontairement schématiques et naïves qui permettent d'avoir des partis pris de conception. Donc clairement ici c'est un parti pris où la place de l'Europe a vocation à être végétalisée dans un prolongement de l'espace public existant, donc au-delà du tramway, futur tram là, qui passe là dans la représentation naïve, avec par exemple ici la proposition c'est d'avoir un équipement moteur, un centre culturel qui va venir justement être une adresse pour le quartier et avec des services et des commerces autour de la place. Une reconfiguration du PMU, comme je vous montrais l'image tout à l'heure, qui n'est plus sur la place, mais qui est relocalisée en rez-de-chaussée d'une barre de logement HLM, plutôt que la démolir. Certains projets la démolissaient, par exemple. Une tour de bureau ici qui va venir avec une architecture assez attractive, venir justement aussi apporter de la nouveauté architecturale sur ce quartier, etc. Et on a ainsi toute une diversité de représentations qui sont menées en même temps que les équipes de concepteurs. Donc là, si on reprend en fait l'équipe de Arkham, par exemple, c'est un bureau d'études, on a justement décodé justement leur projet sous forme de thématique et en finalement essayant d'expliquer tout simplement quels étaient les objectifs remplis par justement cette équipe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est pas de vous les lire un à un, mais plutôt de vous expliquer comment on a pu, dans le cadre d'une plénière, finalement, après que chaque équipe se soit présentée, arriver à faire noter ces projets par une salle d'une centaine de participants. Ils étaient à peu près 80 exactement. Donc, avec des outils assez simples de questionnaires qui venaient justement renseigner par une pondération justement allant de 0 à 10 avec des diagrammes radio où on venait justement noter la thématique. Vous vous souvenez, les thématiques dont je parlais au tout début de l'étude, là on les retrouve, l'identité, l'histoire du quartier, l'équipement, la thématique logement-habitat, espace public convivialité, jeunesse-emploi, commerce-service, déplacement, donc toutes ces thématiques, chaque habitant en fait les a notées individuellement et pour lui, il pondérait en disant finalement, pour le groupe Atelier Architecture ou le groupe Bécard et Palais ou le groupe Arkham, quelle notation on donne sur un diagramme radio, ce qui nous permettait aussi d'avoir des éléments statistiques finalement de vote par rapport à une forme de notation citoyenne de ces trois propositions. Pour au final dégager sur ces 7 thèmes en fait les projets. Donc là, de nouveau on les retrouve par couleur. Donc on a le projet Arkham ici en bleu qui répondait tout
à fait à la thématique espace vert convivialité, un peu moins sur logement habitat, puisqu'il démolissait au final pas beaucoup, mais il réhabilitait pas mal. La question sur le déplacement, et puis on a une thématique ici autour de Bécard et Palais, et puis une thématique ici sur le projet, pardon, c'était pas Arkham tout à l'heure, c'était Atelier Cité Architecture. Je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que le projet lauréat qui a été retenu par la collectivité, je trouve que là je vous le montre parce que c'est aussi le projet qui a été le mieux noté tout simplement par notre dispositif d'évaluation qui répondait à un maximum de thématiques, donc notées, perçues par les habitants eux-mêmes. Hein. Et il se trouve que dans la commission technique qui a évalué le projet, on a eu le même ressenti, la même notation quelque part avec d'autres grilles d'analyse hein, par les techniciens et les élus pour l'évaluation notée du lauréat. Donc ce projet, simplement pour être rapide, de Arkham, pourquoi il a répondu à beaucoup d'attentes finalement de la population, puisqu'il avait un projet ici réunificateur qui reprenait cette trame d'ouest en est, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui prolongeait justement l'espace public ici par un espace de place qui enjambait la voie SNCF TGV pour revenir recoudre ici le quartier à l'est, quartier historique qui était justement de nouveau recousu à l'échelle du quartier. Et finalement, il a gagné puisque sa seule préoccupation, c'était pas uniquement de répondre à l'infrastructure du tramway et à différents arrêts qui était le sujet justement qui avait lancé cette étude. Est-ce que vous voulez me poser quelques questions avant que je passe à un dernier projet, parce que je pense qu'on n'a pas forcément le temps par la suite. Pascal? Oui, je suis toujours là. Écoute, il n'y a pas de questions toujours sur le chat. Ok. J'espère qu'il y en aura avant la fin, bien évidemment, te faire honneur, mais pour l'instant, écoute, J'en fais un petit dernier. Ouais, Pascal, redis-moi, Philippe Manet, qui vous avait présenté bien en détail un projet Paul Boncourt de toute façon. il était, il l'avait un petit peu survolé. Il était dans une conférence très très large et qui s'adressait à un grand auditoire, dont nos étudiants de première année. Donc, tu as Ok, d'accord. l'occasion d'y revenir. Bah, du coup, je finirai juste sur Paul Boncourt, mais avec l'approche méthodologique et sans reparler de tous les éléments du projet. Là, par contre, je vais passer sur un PDF. Normalement, je suis toujours en partage d'écran. Il n'y a pas de souci. Ok, donc ça, c'est un projet où on a la chance avec le collectif Yapluka, un collectif d'architectes urbanistes primé jeunes urbanistes lauréats du prix 2016, je pense. Voilà, je leur fais un clin d'œil en passant, sur une démarche tactique d'urbanisme pour le compte de Parhabitat dans le cadre d'un projet en rue aussi dans le 20e arrondissement à Paris. Où en fait, là, il est question d'avoir une approche méthodologique sur tout un secteur à l'est de Paris. Donc là, vous avez le périphérique, vous avez la porte de Montreuil pour vous situer, ici la porte de Bagnolet, et on a tout ce patrimoine en fait ici en couleur, qui est le patrimoine de Paris Habitat. Donc plutôt du HBM, hein, du début de, enfin, les années 20, les années 30, avec une volonté de réhabiliter tout ce patrimoine social de manière assez importante dans le cadre d'un périmètre en rue avec une approche d'assistance à maîtrise d'usage où on va venir nous interpeller sur une démarche un petit peu atypique puisqu'on est sur quatre secteurs. On est sur 4 secteurs. Un secteur donc ça, c'est les différents éléments de contexte. On est sur un secteur qui est le secteur, le square d'Amiens ici, première résidence groupe par habitat. Un deuxième, à chaque fois, ces enveloppes-là font quelque chose comme 1000 à 2000 habitants. Hein.
Ici, un autre secteur, Félix Terrier. Ici, on a une emprise qui est un collège, donc si ça marque une rupture. Ici, un autre secteur qui est l'ancien bailleur Sagi, donc il se nomme ex-Sagi pour Paris Habitat. Et puis ici, un secteur porte de Montreuil Sud. Donc finalement, ces 3 résidences sont assez, groupe HLM sont assez différents dans leur représentation, dans leur organisation sociale et dans leur fonctionnement au quotidien. Nous, on propose du coup d'avoir, d'abord, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une représentation des acteurs en présence par résidence avec des amicales, mais en l'occurrence, il n'y a qu'une amicale vraiment active sur les 4 groupes HLM, avec une méthode d'intervention où on construit un petit véhicule de concertation, donc une chariote qu'on va venir justement positionner en pied d'immeuble, sur laquelle, bon, indépendamment de l'élément de convivialité thé-café, on va pouvoir venir interpeller le locataire dans son quotidien, dans son vécu, dans son ressenti, sur justement tous les aménagements possibles en pied d'immeuble, en lien avec les futurs projets de réhabilitation et de rénovation, mais aussi en lien avec tous les projets de la ville de Paris sur ce secteur en rue, avec les portes du périphérique et les portes de Montreuil et Bagnolet. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette approche. On a des techniques plutôt d'interpellation, donc on va venir faire du marquage au sol pour interpeller les locataires, pour faire en sorte qu'ils aient la curiosité de s'intéresser à justement cette interpellation, voire on va venir planter des idées qu'ils vont formuler, donc aussi bien les enfants, les ados, mais que les adultes dans leurs espaces résidentiels, que ce soit les pelouses. On va venir essayer de construire comme on peut, je dirais, avec les moyens du bord, des installations, que ce soit des tables, des bancs dans leurs espaces résidentiels, aussi pour provoquer des situations, puisque la question du positionnement du banc est toujours un sujet un petit peu parfois polémique pour les locataires eux-mêmes. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait parfois avoir comme première intention, à savoir, oui, c'est bien d'installer des bancs en bas des immeubles, sauf que les principaux bénéficiaires des bancs, à savoir les habitants locataires, parfois, selon où ils se situent justement dans les étages, ou juste derrière le banc, ou au-dessus du banc, le perçoivent plutôt comme une nuisance, tout simplement. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, sur ces démarches-là, en fait, on va générer de l'événementiel pour élargir justement le cercle de participation, avec des journées thématiques, avec des journées de mobilier urbain où on va venir installer, donc là, c'est du mobilier qu'on utilise, prêté par tout simplement Emmaüs, qui va venir faire de la valorisation de mobilier, qui va nous prêter du mobilier pour ces journées événementielles. On va venir provoquer de la convivialité avec de la fête de voisins, alors qui n'est pas forcément au mois de mai en l'occurrence, mais il n'y a pas de bonne date en l'occurrence pour se réunir entre voisins, ou alors une soirée lyrique autour d'un disco soupe où on va venir avec une cuisine mobile l'après-midi, éplucher des légumes avec les habitants et puis avoir un temps de partage toujours sur le projet de rénovation de leur résidence. Avec, dans un deuxième temps, donc ça c'est l'année suivante, on revient justement sur ces lieux, où là, contrairement en fait à des démarches de concertation urbaine, c'est nous-mêmes qui maîtrisons les éléments de mobilier qui sont des mobiliers éphémères, un test qui ont vocation à durer 2 ou 3 ans, pour venir tester justement les espaces, différentes configurations, la position du banc, quelle est justement sa vocation, plutôt ludique ou plutôt des éléments de mobilier qui vont venir accompagner une déambulation, une promenade, et on va essayer de lier justement par un parcours urbain toutes ces résidences, alors plus ou moins en lien avec les projets justement urbains de la ville de Paris, ou alors entre les résidences elles-mêmes, tout simplement, avec des retournements d'accès, de portes. Donc c'est pour nous une forme d'urbanisme tactique qui va venir donner aux concepteurs
des éléments de compréhension du vécu des habitants locataires, tout simplement. Avec ici, si on zoome, pour être très concret, un jardin d'enfants ici qui est reconfiguré, ici une cabane à jeux qui va venir être installée, ici on va venir casser un mur pour pouvoir accéder à un arrêt de bus, puisque les habitants en ont vraiment marre d'avoir à faire tout le tour de l'îlot de chaque côté pour venir prendre leur bus. Ça paraît évident, mais ça fait des années qu'ils subissent en fait cette configuration. On est ici sur quelque chose d'ensoleillé avec cette cour, donc une proposition de jardin potager à cet endroit-là. Donc voilà, on a différentes actions qui vont venir ici être proposées sur l'ensemble des squares. Je vous les déroule rapidement. Là, un projet un peu plus ambitieux sur une proposition d'implantation d'une ferme urbaine avec du maraîchage et avec, en lien avec les habitants. Et puis, une représentation plutôt événementielle sur le square d'Amiens avec des installations qu'on vient construire et qu'on vient tester. Je vous parlais de cette cabane ludique à un moment donné qui va venir ouvrir une cour qui est aujourd'hui fermée à l'utilisation des locataires et qui sert tout au plus à nourrir des pigeons nourris par les habitants qui jettent du pain par les fenêtres, entre autres. Donc voilà, c'est des situations qu'on provoque à cette occasion dans ces démarches-là. Je terminerai par le projet Paul Boncourt rapidement pour faire le lien avec Philippe Madec. Ouais. Tu as une question, comment communiquez-vous sur ces événements, boitage, réseaux sociaux, affichage dans le domaine public? D'accord, alors très bonne question. En fait, on communique sur tous les médias. C'est-à-dire, là concrètement, ce qui fonctionne le mieux sur un projet d'Avoue comme ça, c'est à la fois de l'affichage dans les halls, mais la durée de vie d'un affichage, alors que ce soit dans le locatif ou ailleurs, hein, dans l'espace public, on va dire qu'il se compte en jours, c'est-à-dire un affichage, il va vivre quand il dépasse une semaine sur une porte de hall, c'est bien le bout du monde. Sachant que des fois, pour l'anecdote, on a même des gardiens qui affichent l'affiche et le gardien intérimaire ou un autre gardien va venir enlever l'affiche la semaine suivante. Donc, on peut avoir un salarié de Parahabitat qui va venir désafficher un affichage. Donc ça, faut l'intégrer. On va avoir une forme de communication qui va être possible avec beaucoup le SMS. On utilise, donc les locataires donnent l'autorisation aux bailleurs d'être informés par SMS. Et j'allais dire, c'est encore ce qui marche le mieux. C'est-à-dire que ça arrive directement sur les smartphones des locataires. Alors, c'est un format simple, c'est plutôt un rappel de l'invitation qui renvoie soit une page Facebook, où là on a un élément de programme et un peu plus d'éléments détaillés. On peut rédiger un message, par exemple, engager une discussion. Et on a aussi le journal du projet, mais là qui a une fréquence un peu plus éloignée, puisque là on est sur un journal du projet une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Et qui est posté pas forcément toujours raccord avec l'invitation de l'atelier ou de la permanence en pied d'immeuble. Donc, il nous arrive de faire aussi, pour éviter la multiplication des affiches dans les halls, de la bâche justement qu'on va venir installer sur des grilles plutôt en façade urbaine, puisque là on est sur un tram en l'occurrence, sur le boulevard d'Avoue. Donc ça, en général, ça fonctionne assez bien en termes d'interpellation. Voilà pour répondre à la question. Je vais peut-être prendre d'autres questions avant de parler du projet d'Avoue. Je vois qu'il est déjà 55. C'est moi qui te posais la question. Est-ce que tu as constaté une augmentation de l'application de la population au fil des années? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs, donc ça démarche d'une démarche d'association qui se transforme en société, enfin, en tout cas oui, en entreprise, donc avec des savoir-faire. Est-ce que tu comprends, est-ce qu'en retour, tu as vu l'implication de la population qui était aux alentours de 8 à 10% vraiment absorber ce type de sollicitation?
En fait, quand je disais 8 ou 10%, c'est quand il n'y a pas de démarche d'offre, parce que je réécoutais je réécoutais récemment là, une conférence de chercheurs un peu théoriciens qui ont observé en fait les pratiques des professionnels de la concertation. Il faut savoir qu'à partir des années 2010, on a en fait une internalisation dans les services des collectivités des démarches de concertation en termes de services de gouvernance et de prise en charge de ce sujet-là. C'est aussi, et c'est très bien, je dirais, puisque de plus en plus, du coup, ça se multiplie et c'est porté par les collectivités. Alors, ça nous arrive quand même, heureusement, d'avoir des missions sur le volet plutôt urbanisme, concertation, et elles sont d'autant plus intéressantes qu'il y a une certaine habitude qui vient avec justement cette montée en compétences dans les collectivités. Donc finalement, la commande publique, elle va plutôt être aujourd'hui plus ciblée, mieux rédigée, plus précise en termes d'attente et de demande, puisque au long cours, les chargés de mission vont eux-mêmes accompagner finalement cette relation avec les citoyens, les habitants. Alors, le risque finalement, c'est que on les sursollicite et que sur des démarches comme les nôtres, ils ne sachent pas forcément faire la distinction entre une réunion classique et une démarche un peu exceptionnelle. Donc, ce qui peut fausser le fameux chiffre de la participation dont on parlait tout à l'heure. Mais quand on arrive à 10% d'un quartier, c'est vraiment déjà très significatif et pour une collectivité très enfin, on n'a qu'à regarder le nombre de participants à des élections municipales, donc pour faire Le pendant. le pendant, oui, tout à fait. Ouais. Il y a deux questions. Il y en a une qui est en lecture libre. Même lorsque la concertation est obligatoire, nous nous confrontons souvent, encore plus dans le milieu rural, à la frilosité des élus qui souhaitent cantonner la concertation à une simple information des usagers. Voilà. Quels arguments proposer pour leur prouver l'efficacité de la démarche de concertation en favorisant l'adhésion de la population au projet pour limiter les recours ensuite? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment tu estimes le temps et comment vous rémunérez sur ce type de mission qui a l'air très longue, très complexe et qui sollicite beaucoup de moyens, de méthodes et d'outils. Donc il y a la question 1 vis-à-vis des élus et la question 2 sur la rémunération. Alors, dans les petites collectivités, on a des appuis locaux, notamment via les CAUE. Donc c'est assez intéressant, un peu les agences d'urbanisme parfois, quand elles sont pas trop, j'allais dire, cadenassées par certains élus, pour faire court. Mais en tout cas, tout ce qui est CAUE est assez intéressant puisque on est sur des structures justement qui vont aider les petites communes notamment à ne pas avoir peur justement du relationnel avec leurs administrés et les citoyens. Souvent, ce qui se passe au niveau des petites collectivités, quand je dis petites collectivités, c'est quand même en dessous de 10 000 habitants. En dessous de 10 000 habitants, on a un schéma où la petite commune pense finalement qu'elle connaît plus ou moins. Alors, bien sûr, elle pense connaître toutes les associations, leurs objets, leurs actions, tout sur elle, voire elles ont la prétention même de presque connaître tous leurs habitants, en tout cas ceux qui se déclarent et qui les interpellent les plus souvent. C'est pas forcément toute la population, mais elles pensent. Et quand on dépasse le palier de 10 000 habitants, on s'aperçoit que pour ces communes-là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une vision assez exhaustive finalement des habitants, des citoyens. Donc elles sont très intéressées du coup et beaucoup plus ouvertes d'initier une démarche de concertation. Il ne faut pas se le cacher, ces démarches de concertation ont aussi vocation, et c'est pour ça qu'on se positionne en facilitateur, de mener une démarche de projet de manière, on pense, plus intelligente et parce que ce projet va être nourri de l'expertise d'usage.
pour avoir un processus de conception en amont qui va être sur une temporalité égale, et on prétend, quand il n'y a pas de recours, plus courte que quand on est dans un projet conflictuel qui va parfois capoter et ne pas se faire au final. Donc, nous, c'est plutôt cette théorie, cette posture, et on l'a vérifié en 20 ans quand même. Plus on est ouvert dans la concertation, au dialogue, et plus on arrive à orienter aussi les concepteurs que vous êtes, hein, là, pour le compte des collectivités, en matière de projets urbains et au final de projets d'architecture. Et pour la deuxième, donc j'ai répondu en partie à la première, et pour la deuxième question sur la rémunération, une mission comme Angers, à l'époque, en 2010, on l'avait vendue 30 000 €. Et on a carrément mangé notre chemise sur une mission comme ça. Aujourd'hui, elle serait plutôt vendue dans les 60 000 €. En fait, comment résonne une collectivité? Finalement, un chargé de mission lambda intégré à la collectivité, ça va lui coûter dans les 30-40 000 € de budget à l'année, charges comprises. Donc, elle va se dire, est-ce que je internalise ou est-ce que j'externalise un prestataire? Pour vous donner un petit peu un indicateur. Nous, dans ce cadre-là, on avait installé un container, on était implanté sur site pendant plusieurs mois, donc clairement à plusieurs, c'était une mission déficitaire, mais on le faisait aussi parce qu'on avait envie de pousser tous les curseurs de la concertation et jusqu'à l'évaluation de nos collègues architectes, urbanistes, concepteurs. Et ça, c'était plein de dimensions qui étaient bien sûr hors cahier des charges. Nous, le simple cahier des charges qu'on avait reçu, je pourrais vous le retrouver à l'occasion, il faisait quelques pages et il disait en gros arriver à un diagnostic partagé, rajouter quelques sujets au cahier des charges techniques initiales et faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les 3 équipes de concepteurs et la population. Point barre. Donc, vous voyez que par rapport à tout ce que je vous ai présenté, on est allé bien au-delà de la commande. Donc, en fait, on est dans un cas de figure où on savait qu'on était, finalement en dessous de ce que ça valait, mais nous, on mettait au pot finalement la moitié du budget dans un état d'esprit de recherche et développement, et ce qui nous intéressait puisqu'on avait les coups des franches pour être force de proposition. Et du coup, moins demander l'avis à la collectivité. Donc, on avait beaucoup plus, qui nous faisait confiance, en l'occurrence, ça tombait bien, mais on avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Hervé, il y a encore une question, peut-être qu'on en prendra encore une autre après, parce que le temps tourne, bien évidemment. Avez-vous des missions de participation des habitants également lors des phases de conception, de réalisation de projet? Donc, c'est-à-dire, après avoir fait vos études, est-ce que, si je comprends la question, est-ce que vous poursuivez encore votre travail encore quelques temps sur le territoire que vous avez investi, quoi? Est-ce que vous regardez comment les projets se développent ou vous... Ça fait 20 ans que tu as installé, hein, c'est ce qu'on avait dit, donc vous êtes très très peu en France à avoir développé ça. On peut même imaginer, tu sais que Nancy est transfrontalier, en tout cas on s'interroge sur ce que font nos voisins allemands, luxembourgeois et belges. Est-ce qu'il y a peut-être ce mode-là? Et donc la question de Noémie, c'est est-ce que vous poursuivez votre mission un petit peu plus loin, quoi? Est-ce que vous En avez une fait, mission de suivi? on a rarement la mission de suivi. En général, elle est plutôt donnée à d'autres prestataires, mes collègues par ailleurs, hein, que je peux connaître dans le réseau, qui sont plutôt des sociologues urbains qui vont venir évaluer plutôt sous forme de politique publique, en fait, les impacts d'un dispositif de concertation a posteriori, c'est-à-dire avec du recul. Et ça, souvent, c'est des missions qui sont initiées par un service de démocratie participative qui va vouloir elle-même faire une forme d'introspection, d'auto-évaluation par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à des nouveaux élus entrants qui arrivent et qui se questionnent sur les formats, les outils et dans quel cadre on va activer un dispositif de concertation et finalement quelle finalité.
Donc ça, on n'a pas forcément, nous, on n'a pas forcément eu le cas, et j'allais dire de formation architecte urbaniste, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas forcément les plus compétents non plus pour, comme je disais tout à l'heure, s'auto-évaluer nous-mêmes d'une part, et surtout, on a rarement l'occasion de revenir sur les projets. Alors, on y revient directement parce que, comme je vous disais, on a une forme d'implication et de relationnel avec les habitants des associations qui font que c'est plutôt eux qui nous tiennent au courant des devenirs des projets d'une part. Et parfois, on est interpellé par plutôt des chercheurs ou des thésards, hein, ou des post-doctorants, bref, qui vont venir enquêter sur un territoire, qui vont repérer qu'on est intervenu à telle période, et qui vont venir nous questionner sur l'historique, la méthode, et c'est un peu comme ça qu'on a des nouvelles sur une démarche, est-ce qu'elle a abouti ou pas. Par exemple, pour faire le lien avec le projet d'Angers dont je parlais tout à l'heure, malheureusement, hein, c'était une très belle démarche, vous l'avez compris, sauf que la couture en fait, qui consistait à couvrir la voie TGV SNCF sur plusieurs centaines de mètres, sur le TGV qui était décaissé, hein, par rapport au niveau du sol, n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce que tout simplement l'État, la SNCF, n'a pas voulu co-financer cette couverture. Donc on n'a pas pu être dans un projet qui pouvait aller jusqu'à recouvrir ce tronçon de ligne TGV. Voilà, donc le projet a été mené, hein, dans son ambition, sauf que pas complètement, puisque un des aspects, c'est cette dimension recouture du projet urbain. D'accord. Hervé, le temps passe. Je vais te poser une dernière question, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Comment est perçu votre travail par les architectes qui viennent après vous bien penser le projet? Est-ce que pour eux, c'est vraiment un socle de compétences, un cahier des charges très fourni, ou qui leur rend la vie plus difficile? Voilà. Et puis ma deuxième question, même si vous revenez pas directement sur le même territoire, est-ce que vous êtes parfois sollicité par les mêmes métropoles ou les mêmes municipalités? Puis je pense qu'on pourra arrêter là après. D'accord. Donc, avec mes confrères camarades architectes urbanistes, il y a plusieurs étapes de discussion. Alors, tout d'abord, il y a quand on formalise une offre. Il arrive toujours le fameux moment où on doit se répartir les honoraires. Donc là, il y a toujours une petite crispation en fait de leur part quand ils s'aperçoivent que la concertation, ça coûte quand même un petit peu, et qu'ils, sur une enveloppe qu'ils estiment soit qui est donnée d'ailleurs, soit qu'eux-mêmes ont estimé, ils doivent réduire soit leurs honoraires en direct, soit les honoraires d'un peu tous les autres co-traitants techniques classiques pour faire entrer le co-traitant concertation. Donc c'est un moment de négociation, de toute façon, qui se discute en amont. Il m'est arrivé, pour dire franchement, parfois à un stade où j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la réponse, c'est-à-dire que j'ai offert gracieusement une démarche de concertation qui a été intégrée dans leur réponse, et j'ai disparu de l'offre finale puisque il n'y avait pas assez de budget pour moi, et parfois certains remportent cette offre, donc ils sont toujours un peu gênés aux entournures. Donc ça arrive, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on essaie d'expliquer à nos confrères que notre démarche va être aussi importante que finalement un bureau d'études en ingénierie VRD ou quelle qu'elle soit. Donc ça peut peser parfois 10 à 20% du budget global. Ça dépend de la durée, de l'intensité, du cahier des charges lui-même, puisque suivant l'intitulé, des fois vous avez un intitulé projet urbain concerté. Déjà, quand c'est dans l'intitulé, il est clair qu'on va pas, faut pas exagérer non plus, donner 50% du budget à la concertation, mais ils savent qu'en fait, on va être un élément déterminant pour leur équipe sur le fait d'être lauréat ou pas.
Donc là, moi, je peux aussi revendiquer cet aspect-là, qui va avec la méthode, tout simplement. Et par rapport à ça, il y a deux cas de figure. Il y a les équipes qui ont déjà travaillé avec nous, en général, qui reviennent et qui nous ressollicitent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Il y a les équipes pour qui c'est la première fois, qui n'ont pas vécu de démarche de concertation, participation avant, donc ils ont toujours un petit doute. Ils nous confondent parfois avec de la communication. Et là, c'est un petit peu gênant parce que nous, on fait de la communication, mais c'est plutôt pour informer qu'on va mener une démarche de coproduction. C'est pas pour de la com pour de la com. Donc, on leur explique ça. Et en général, on s'aperçoit au fur et à mesure du processus de projet qu'ils sont très intéressés, puisque plutôt que se retrouver devant la feuille blanche, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ils vont être alimentés de plein d'informations à travers la démarche de concertation qui vont venir nourrir leurs réflexions et qui, au contraire, va faire qu'ils vont aller beaucoup plus vite dans une synthèse des éléments et dans leur métier en fait de concepteur, avec des projets qui vont être au final appréciés d'une part parce qu'ils répondent à la commande locale, si on peut dire, des usagers et pour lesquels ils vont aller plus loin en termes de définition, de représentation que s'ils avaient passé beaucoup de temps eux-mêmes, peut-être en réunionnite, parfois un peu chronophage. Là, je parle en leur nom, ils l'expriment comme ça, ou c'est plutôt nous qui sommes au front quelque part, en direct, et eux sont sollicités vraiment de manière appropriée selon les formats et la temporalité du projet urbain. Donc finalement, ils ont tout à gagner. Alors, il arrive parfois que certains soient un peu déçus, voire désemparés des démarches de concertation quand celle-ci va venir trop prendre d'importance par rapport à leur parti pris de concepteurs tels qu'ils le font de manière classique. Et quand là vraiment on vient sur leur plate-bande, j'allais dire du concepteur, vraiment l'architecte, j'allais dire qui va venir plutôt dans le geste architectural plutôt que dans la coproduction avec les usagers, là oui, ça peut être compliqué. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Mais je ne sais pas de nom, on est dans une école d'architecture. D'accord, non, non. Et puis en plus, c'est enregistré, alors non, on ne voudrait pas te mettre en porte-à-faux. Allez, ça va être les deux dernières questions parce qu'il est 21h12 et en plus, la liaison sera coupée à 20h30. J'avais prévu 2h30. Deux questions. Comment vous obtenez les bases de données qui vous serviront en début de mission? Comment vous allez, en quelque sorte, comment tu récupères la matière et l'info? Et est-ce que les maîtres d'ouvrage vous apportent également les éléments pour votre travail? Quelles sont les ressources en fait et l'accès aux ressources? Alors, les éléments entrants, en général, dès la réponse à la consultation, on sait s'il y a eu des démarches de concertation les années avant. En général, c'est cyclique. Sur un projet urbain, il n'est pas rare, à part si avant c'était, j'allais dire, une friche industrielle ou une monoactivité, un hôpital, une base militaire ou que sais-je. Un ovni urbain, quel qu'il soit, où c'était une activité monofonctionnelle, mais en général, dans un tissu urbain lambda, souvent on a déjà des approches de projets urbains qui ont pu être présentées. Donc on essaye, nous, de s'interroger pourquoi ça n'a pas abouti déjà et quelles ont été les démarches de concertation qui a pu y avoir précédemment. Donc on fait tout un travail, nous, d'investigation par rapport à cette historique-là. C'est assez intéressant. On essaye, avec notre fleur des acteurs, comme je vous présentais tout à l'heure, de connaître déjà les postures par rapport à l'intitulé du projet urbain des uns et des autres pour savoir un petit peu où on met les pieds, comme on dit quand on débarque, parfois avec nos gros sabots. Et ça nous aide justement à préparer tout cet aspect relationnel avec les habitants, les associations, les usagers.
En général, la collectivité n'a pas du tout idée de ce qu'elle peut nous fournir en fait en information, en données. C'est plutôt à nous de faire d'abord les coupures de presse, articles, d'aller solliciter la collectivité sur tout un tas de comptes rendus qui sont plus ou moins confidentiels pour elle et qu'elle a pu archiver. Donc en fait, c'est vraiment nous qui lui dressons la liste de tout ce qui nous intéresse. Ça peut être des statistiques de profil des ménages que font les bailleurs maintenant régulièrement, au moins tous les 2 ans, sur leur parc social. Ça peut être tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de savoir quelles sont finalement les cibles de personnes à solliciter dans le cadre du processus de concertation. Donc ce sont bien des ressources chiffrées, il n'y a pas d'ambiguïté, elles sont plus ou moins récentes, mais en tout cas, c'est pas du pifomètre, tu viens bien sur une base de données qui est plutôt Oui, fiable en quelque sorte. À un instant T, oui, on est oui, bien d'accord, mais d'accord. tout à fait, oui. Elles sont plutôt de l'ordre, j'allais dire, INSEE statistiques, alors traitées, hein, on n'est pas sur des éléments ou alors lissés au niveau de compte rendu public, donc accessibles en général par aussi le kidam citoyen par ailleurs, hein. Sauf qu'elles sont de manière préparée et compilée. Voilà. Bon, eh bien, écoute, merci Hervé pour avoir répondu à ma sollicitation. On n'a pas eu l'occasion de se voir en chair et en os, mais on aura, Non. j'espère, l'occasion. Merci d'avoir répondu à ton invitation, d'avoir pris le temps pour nous. Tu avais droit à un troisième bug informatique, tu ne l'as même pas Désolé. utilisé, donc voilà. Eh bien, écoute, le temps étant épuisé, et puis aussi nos questions, et je crois que la journée a été très longue, et puis on a tous sans doute des visioconférences demain. Merci pour ton accueil chaleureux, pour avoir pris ce temps, et puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit, j'espère qu'il continuera à se développer en France, parce que les milieux associatifs, en tout cas sur Nancy, sont assez présents, et de leur donner une impulsion aussi importante dans la constitution de nos villes et notre manière de vivre ensemble, c'est quand même fondamental. En tout cas, je le porte pour moi personnellement. D'accord, bah merci de cette invitation et bonne continuation à tous.